Donc François Ruffin, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un journaliste engagé. Est-ce que ça se dit journaliste engagé? Je ne sais pas, non. Ça se Ouais. dit, moi, en tout cas, j'ai toujours considéré que il était plus honnête d'assumer sa subjectivité en termes d'honnêteté que de se masquer derrière une fausse objectivité, quoi. Voilà. Alors, on t'associe, tu as fait une école de journalisme et tu as fait tes premières armes aussi chez Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. Tu es resté combien d'années là-bas? Je suis resté 7 ans. Enfin, j'avais déjà lancé mon journal, le journal Fakir, auparavant, en 99. Et entre 2005 et 2012, j'ai travaillé pour l'émission de Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet. Et tu as écrit aussi dans Le Monde Diplo, je crois. J'ai écrit dans Le Monde Diplo. Mais tu es le fondateur de Fakir, qui a évolué, je crois. Je vais me mettre ailleurs parce que vas-y. Je dois me tourner. Bah ouais, mets-toi bien. Mets-toi bien parce que là on. Qui a évolué, oui, qui est passé en national à partir de 2009, qui est un journal local à Amiens entre 1999 et 2008. Parce que tu es amiénois. Parce que je suis amiénois et je suis toujours. Et tu tiens d'humain. Je pense que je pense que je fais pas merci patron et je fais pas Fakir si je suis pas non parisien, en tout cas. C'est-à-dire le lien avec l'industrie, le lien avec les gens qu'on rencontre, il n'est pas le même si vous êtes basé à Paris, d'où l'industrie est évacuée et une grande partie des classes populaires, que si vous continuez à vous trouver dans une ville de province, quoi, voilà. C'est quoi ton souvenir de ton premier contact avec le cinéma ou je sais pas, ton premier film, mais ça remonte à peut-être il y a quelques années. Je pense oui, on est vieux donc. Non mais moi je sais pas là, parce que tu me demandais ça, je me souviens des mardis soirs. Moi vous verrez, mon cinéma est un cinéma relativement populaire et je me souviens des mardis soirs quand j'étais gamin. Donc le lendemain matin il n'y avait pas école et il y avait la dernière séance de Eddie Mitchell et c'était des westerns toutes les semaines et je me souviens grosso modo me planquer derrière le fauteuil pour que mes parents m'oublient et que je puisse rester jusqu'au bout d'un film avec Steve McQueen, quoi, en gros, quoi. Donc c'est le western. Ouais, le western, ouais, j'ai bien aimé le. D'ailleurs, il y a un côté western aussi dans le film avec la petite maison dans la prairie. Ouais, la petite maison dans la prairie, c'est un western. C'est un western, ouais. Fleur bleue, oui, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, c'est le même univers. Mais voilà, c'est ça. Il y a des chevaux et il y a des ranchs, quoi. Oui. Et des cow-boys. Après, j'ai redécouvert le western parce que finalement, j'étais vachement bercé par le western spaghetti à la Sergio Leone. Et c'est beaucoup plus tardivement, dans les dernières années là, que j'ai redécouvert le western classique et qui est quand même, enfin, de John Ford et tout ça, qui est quand même vachement intéressant. Bon, mon préféré dans la série étant L'homme qui tue Liberty Valance, qui est pour moi l'installation finalement de la civilisation au milieu de la barbarie, avec le droit, avec le journalisme, avec un certain nombre de choses comme ça qui s'installent au milieu de la mafia et du désordre, quoi. Et la construction de la légende aussi, l'histoire. Oui. Après, moi, je suis vachement... Dernièrement aussi, ça s'est attaché à la figure de Johnson, de Lincoln, pardon, à la figure de Lincoln. Et donc je me suis bouffé aussi, là, dernièrement, toutes les biopics sur... Tu as vu Young Lincoln exactement, Young Lincoln, John Ford. Alors ça y est, hop, on est en freestyle. Hein. Non, il y a un côté marrant dans la mort de John Ford. C'est de la même manière, je fais le parallèle avec la mort de Jaurès. C'est-à-dire que John Ford, qui était l'homme qui voulait la justice et qui voulait le droit, au moment où il est assassiné, finalement, ça... Lincoln, au moment où il est assassiné, ça permet le déchaînement contre le Sud, alors qu'il voulait rétablir la paix avec le Sud, et ça permet, le droit n'a plus cours après la mort de Lincoln. Et c'est un peu la même manière de ce qui se passe à la deuxième mort de Jaurès, puisque Jaurès se fait tuer et était partisan de la paix, et au moment où il se fait tuer, la Première Guerre mondiale. C'est autour de sa tombe que se forge l'union sacrée pour la Première Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une deuxième mort en commun, quoi. Mais en fait, tu es attaché à ces grandes figures-là historiques, c'est important pour toi, ces non, figures-là, pas forcément, c'est ça que la conversation elle démarre là-dessus, alors voilà, quoi. D'accord. Parce qu'il y a aussi une grande figure voilà, toi qui t'es intéressé. C'est une transition pas hasardeuse, mais c'est la figure de Bernard Arnault quand même, qui est pas un grand cinéaste, mais qui est une figure comme ça, voilà, malheureusement, c'est une espèce d'anti-héros. Enfin, parce que vous savez, on avait beaucoup de problèmes au montage. C'est que Bernard Arnault, quand il dit deux phrases,
on est déjà mort d'ennui parce qu'il n'a aucun charisme, c'est rentabilité, efficacité, productivité, il y a une espèce de novlangue comme ça qui débite comme ça, et dès en fait il est très peu présent à l'écran parce qu'il aurait tué mon film, hein, ce cochon. Donc voilà, il m'écrit un très bon scénario mais qu'il faut qu'il reste dans les coulisses quand même. Donc voilà, non, je pense que je pense qu'il peut y avoir des patrons qui dégagent une puissance et éventuellement même une puissance maléfique, parce que ce qu'il faut dans un film, il faut surtout un bon méchant, quoi. Voilà, il ne faut pas rater son méchant. S'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de film. Bon, et donc il peut y avoir des patrons qui dégagent quelque chose de fort comme ça. Et là, Bernard Arnault, on a réussi à faire un film malgré lui, quoi. Ouais. Mais il peut quand même me remercier parce que sinon tout ce qui a été fait autour de Bernard Arnault, c'est vraiment de la daube, quoi. Tous les compléments d'enquête. Alors le truc le plus drôle, c'est un truc qui s'appelle L'enfance est un destin. C'est un truc qui a été réalisé sur la 5e par Guillaume Durand, qui est lui-même salarié de Bernard Arnault puisqu'il travaille pour Radio Classique. Et c'est un portrait vraiment hagiographique et où il essaye désespérément de donner de l'humanité à Bernard Arnault. Et donc ça donne vraiment, c'est franchement le film, l'un des documentaires les plus drôles qui m'était amené de voir, quoi, parce qu'il se retrouve dans une pièce et il dit alors vous avez passé votre jeunesse là, ça devait être émouvant. Oui, j'étais très 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 ému. Bon voilà, c'est comme ça tout le temps, quoi. Mais, et à partir de quel moment, y a un moment où tu as quand même envie de faire, tu as trouvé ton méchant quand même, et c'est comme ça que le film démarre aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta région au niveau d'une misère sociale qui a été créée par des délocalisations. Tout le film, je pense que tout le monde a vu le film. Mais ça part quand même de Bernard Arnault, c'est ton méchant préféré. Oui, mais en même temps... Ou ton méchant local, quoi. Voilà, en même temps, je cherche à le réintroduire dans la vie normale. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'humaniste chez moi, je crois en lui, je suis dans l'empathie. Mais donc voilà, effectivement, c'est l'homme qui est l'incarnation de l'oligarchie, donc qui peut potentiellement incarner ça. Surtout quand je démarre le film, d'abord, je ne sais pas si ça va être un film ou si ça va être une série de vignettes sur Internet, hein, il y a quand même cette incertitude. Et ensuite... Il demande sa nationalité, c'est le moment où il demande sa nationalité. Voilà. Mais moi, il y a que je bascule vers un nouveau support que je connais mal, j'ai jamais fait de télé, et donc voilà. Et donc au moins, il faut que sur le terrain du dossier, j'ai plus rien. Et sur le terrain du dossier, Bernard Arnault, je le connais par cœur. Ça fait 7 ans que je tourne autour de lui. L'éclure, je les connaissais déjà. Enfin, mes repérages, j'ai eu 7 ans pour faire des repérages. Donc au moins, je suis blindé sur le terrain du dossier, ce qui me laisse... j'ai plus de questions à me poser sur le côté information. Donc du coup, ça me laisse très à l'aise pour faire de la mise en scène, pour me concentrer mon esprit sur la mise en scène et sur le film, quoi. Et très tôt, ton film, tu veux lui donner cette forme-là, c'est-à-dire il y a quelque chose du domaine pas du grand guignol, mais de la farce, c'est très tôt que tu te dis tiens, j'ai envie, ou c'est au fur et à mesure que ça se modèle et puis c'est dès le départ. De toute façon, on voit, je veux dire, dès le départ, je porte le t-shirt, en gros, quoi. Bon, donc je veux dire, moi, je veux faire Borat qui aurait lu Le Capital, ou bien je veux faire un Bienvenue chez les Ch'tis mais de gauche. D'accord, voilà. Ok, d'accord. Donc voilà un peu. Le ton est celui-là, quoi. Donc ça, le ton que je veux donner, je le connais. Après, il faut voir si les mésaventures... j'ai un problème qui est le fond, qui est des boîtes qui ferment, tout le monde le sait. Ça fait 30 ans que ça dure, et je dirais que ça fait 30 ans qu'il y a des films là-dessus, hein. Il y a eu La Saga des Contis, il y a eu un film sur les Michelin, enfin vous en avez... il y a eu vachement de boîtes qui ont été suivies sur ces questions-là. Donc c'est comment je fais un film sur le même thème et en donnant au spectateur le sentiment que c'est nouveau, vous voyez. Et donc il faut que j'y ait une rupture dans le ton, et c'est pour ça que je choisis. Ensuite, parce que je pense sur le plan personnel aussi, je disais qu'à ce moment-là, je mettais en boucle dans mon lecteur CD de radio, d'auto, la chanson de Bobby Lapointe, J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi youpi. Oui, donc je voulais le mettre dans ma vie, puis dans la vôtre éventuellement aussi, puis aussi dans celle de Bernard Arnault. Comment faire un film sans s'endormir, en fait, parce que ou s'endormir le spectateur. Ouais. Du personnage qui est, ah oui, Bernard. Qui est vraiment endormi, enfin, on peut rien faire. Ah mais lui, il nous emmène droit dans la léthargie, c'est sûr, quoi. Donc, d'ailleurs, les actionnaires, il faut voir. Bon, enfin. Mais tu dis aussi qu'une fois tu étais allé à une assemblée générale
et tu avais de quoi enregistrer, mais tu n'avais pas de quoi filmer. Pour toi, ça a été aussi... c'est l'une des causes de départ aussi. C'est-à-dire qu'en 2007, en fait, je connais Marie-Hélène Bourlard à l'usine de CCE depuis 2005, depuis le traité constitutionnel européen, puisque c'est à cette occasion-là que je l'ai rencontré pour l'émission Là-bas si j'y suis. Donc délégué CGT. Délégué CGT de l'usine. C'est la première fois que je rentre dans l'usine. À l'époque, c'est Pinot, donc Lotte, le concurrent de Arnaud, qui fait partir ses costumes. Et puis un an ou 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, elle me rappelle en disant bon, bah, cette fois-ci c'est Arnaud, ce qui nous restait qui part, donc là, ça y est, on va devoir fermer. Et donc je vais la voir et je lui dis bah, à la place de t'attaquer, elle s'attaquait à un mec qui s'appelait Lucien Deveau, qui était le patron de CCE, que personne ne connaissait, quoi. Enfin, je lui dis mais tout le monde s'en fout, puis vous brûlez des pneus devant votre usine. Brûler des pneus à Poix du Nord, vraiment, qui veut en avoir quelque chose à battre? Donc, non, tu as peut-être une solution, c'est toucher Bernard Arnault, première fortune. Donc, je lui fais le tableau de qui est Bernard Arnault et tout ça, qu'elle connaissait un peu, elle est quand même lectrice de l'Humanité. Donc, voilà. Et je lui dis, bah voilà, si tu vas en Assemblée Générale des Actionnaires, je venais de rencontrer un petit actionnaire qui me disait, avec une action, normalement, ils sont obligés de vous donner la parole pour interpeller le PDG. Dans les textes, c'est comme ça. Bon. La démocratie actionnariale. Et donc, on se pointe avec les 147 salariés qui, eux, n'ont pas d'action. Elle va à la poste, elle prend une action. On se pointe et c'était quand même, à mon avis, c'est l'une des premières fois où, en France, il y a un journaliste qui participe à une assemblée générale pour interpeller le PDG, quoi. Donc, on n'a pas le droit de venir avec des micros, on n'a pas le droit de venir avec des caméras. On y va quand même avec des micros. Et j'ai pas eu l'audace de... Mais je le regrette parce que c'était une scène qui était hyper émouvante, parce qu'en général, le capital a des tas de moyens de tenir le travail à distance. Il y a d'abord les directions des ressources humaines qui sont là pour faire le sale boulot. Il y a les services de communication qui sont là pour faire de la non-communication. Et puis, il y a éventuellement les vigiles qu'on voit dans le film qui peuvent être utiles pour tenir le travail à distance du capital. Et là, pour une fois, on avait un dialogue en direct entre une salariée et le PDG. Et elle disant, il y a 147 futurs chômeurs de bord, allez les voir, lui répondant, européanisation, mondialisation, dividendes, les petits actionnaires, qu'est-ce qu'ils en pensent, enfin, voilà. Donc il y avait une espèce de dialogue de sourds qui était, qu'on n'a jamais, quoi. Et c'est vrai que sortir de là, bon, j'avais déjà la radio, et ça a été une émission qui a été diffusée et rediffusée dans Là-Bas si j'y suis, donc il y avait déjà ça, mais me dire que j'avais raté l'image de ce moment historique, quelque part, quoi. Et donc, effectivement, je démarre, merci patron, en essayant de recréer cette scène en plus gros, ça devient un péplum, avec des gens de la Samaritaine, avec l'inspecteur des impôts, avec, enfin voilà, en ayant recruté, même on avait, c'est dans un bonus, c'est pas marqué là, mais on avait des faux Polonais de la compagnie. Oui, non, ça c'est excellent. On avait des faux Polonais de la compagnie Jolinum qui sont venus à l'Assemblée Générale pour qui sont interviewés par une journaliste du Monde, voilà, qui reprend donc, ça. À la sortie, ils sont interviewés par une journaliste du Monde, ils savaient même pas de quelle ville ils venaient, donc ils disent Meslavo, comment ça s'écrit Meslavo. Oui, mais il y a une barre haut. Bon, d'accord. Donc elle met une barre haut, puis la ville n'existe même pas. Et le lendemain, on se retrouve avec, dans le Monde avec des ouvriers de Meslavo sont venus pour interpeller. Bon, tu parlais du capital qui tient le travail à distance, des personnes des services de renseignement, du service de l'ordre. Et là, tu as dégoté quand même un sacré coco, quoi. Bah oui, c'est sûr que quand je l'ai au téléphone, déjà quand il y a quelqu'un qui mord à l'hameçon, on est toujours heureux, hein. Donc quand le commissaire m'appelle, ensuite qu'on a des discussions qui sont déjà au téléphone assez savoureuses, même si elles ne sont pas dans le film, et qu'ensuite, bon, bah, il y a ces scènes, bon, à mon avis, c'est ça qui fait le film et qui fait son succès, c'est le commissaire. Il est plus vrai que nature, et puis c'est un personnage de film, c'est un personnage. Ouais, voilà, c'est même pas plus vrai que nature, c'est qu'à mon avis, si on avait fait un casting et qu'on n'aurait pas pu recruter ce mec-là, parce qu'on se serait dit c'est pas possible, quoi. Hein? Oui, voilà, exactement. On n'aurait pas osé aller aussi loin. On aurait dit non, c'est pas crédible. Il faut qu'on choisisse un mec plus costard cravate qui est chiant, quoi. Donc non. Ben, là, on a des dialogues de Michel Audiard gratuitement. Et puis voilà, on a un mec, il a tourné avec Lino Ventura, c'est clair, quoi. Et il se doute. Tu penses qu'il se doute? Il n'y a pas un moment où tu te dis on est sur le fil et tout ça ou, Je me dis qu'on est sur le fil. Non. Bah, on est sur le fil, oui, mais ce qu'il y a, c'est que le type, il est quand même, c'est quand même son job, quoi, d'être, bah ouais, de se méfier de tout le monde, quoi. Ouais, mais il se retrouve dans un univers qui est pas le sien, enfin qui est oui, pas, voilà, c'est ça. Il est emmené, il se dit c'est pas possible. Alors certes, à un moment, on voit, il laisse tomber un stylo et puis il jette un regard en dessous. Voilà, donc bon, il y a quelques petits trucs comme ça, mais c'est vrai qu'il voit ces pauvres gens et il se dit c'est pas possible que.
Oui. C'est dans un coin de sa tête, mais il voit Jocelyne Esser. J'ai dit, c'est pas possible qu'il me la fasse à l'envers, quoi. Donc voilà. Je pense qu'il arrive là. Bon, et moi, c'est un film aussi parce qu'il y a des ambiguïtés. L'une des ambiguïtés, c'est que finalement Bernard Arnault est quand même puni pour l'une des rares actions philanthropiques qu'il aura fait au cours de son existence. Faut bien voir. Et l'autre truc, c'est que moi, le commissaire, c'est à chacun de juger s'il l'estime bon ou méchant. Et il y a une grande ambiguïté dans ce qu'est le commissaire, puisqu'il est vraiment heureux de rendre service au CLUR. Alors, en tant que mec des RG et puis tout ça, il a fait des saloperies pendant toute sa vie qui racontent, qu'on n'a pas mis dans le film, mais qui racontent, mais aussi, il y a un côté humain qui se dégage, à mon avis. Bon, après, là, c'est tous les bonus du DVD. Dans la relation qu'il instaure avec mon Jérémy, puisqu'il fait tout pour que je rentre dans un premier temps dans la gendarmerie, mais je lui dis que je suis épileptique, donc je peux pas. Et puis ensuite, il fait tout pour que je rentre chez LVMH, pour que j'aille bosser dans le Champagne, mais il me prévient bien, là-bas, la CGT, elle est forte, donc on ne faudra pas, mais vous pourrez nous servir d'informateur. Enfin, il y a tout un truc comme ça, de vachement humain, qui se développe avec le commissaire. Moi, j'y suis attaché. Oui, mais je le dis sans ironie. Non, oui, sans ironie, mais bon, voilà. Mais ce qui est très drôle, c'est que de la réalité, on bascule dans, tu cites dans les bonus, et je trouve que c'est très juste, les fourberies de Scapin, ou tout cet univers-là, où on voit le gentil, le méchant, et puis on est vraiment chez Molière, on est vraiment dans une sorte de comédia. Mais alors, ce qui est le plus amusant, c'est quand même que c'est celui qui tient le bâton, c'est le commissaire qui tient le plus le bâton, parce que moi je dis quasiment jamais rien de mal sur Bernard Arnault. Mais t'es une sorte de Candide. Oui, d'accord, mais ceci dit, celui qui est le plus dur à l'égard de Bernard Arnault, c'est le commissaire lui-même. Donc c'est vrai qu'il y a un côté qui est marrant comme ça, de faire l'analyse politique de qui est Bernard Arnault par un ancien mec des renseignements généraux. Et ce que tu dis qui est intéressant, c'est la façon dont les riches perçoivent les pauvres ou l'univers des pauvres. Ça, je trouve que c'est assez juste. Comment il les traite, mais comment, même la façon de parler des chiffres, de l'argent, des montants demandés, 30, 35 000, ce qui est énorme. Et la réciproque est vraie aussi. Comment les CLUR perçoivent qu'est-ce que c'est un riche, quoi. Qu'est-ce que c'est un riche ? Qu'est-ce que c'est être riche aussi ? Tout ça se fait encore par l'entremise du commissaire. Hein, c'est un espèce de filtre entre les deux et tout ça. Je pense que en effet, il y a comme un regard qui est. De toute façon, c'est un film pour moi essentiellement sur le rapport de force. Sur comment on construit du rapport de force, et y compris du rapport de force quand il n'y en a plus de force. Comment on arrive à ruser pour feindre une menace et faire comme si il y avait encore des forces. Et l'avantage qu'on a, c'est que Bernard Arnault, il regarde encore la gauche, le mouvement ouvrier, comme étant celui des années 70, en gros. Et il croit encore que la CGT, elle est forte, que le Parti communiste, il existe. Enfin, voilà. Non, mais... Donc voilà, mais il a très peur de Fakir. Et il a peur de Fakir, oui, bon. Mais donc voilà, donc il y a une espèce de truc un peu bizarre dans son regard où heureusement il nous prend sans doute pour plus puissant qu'on ne l'est en vrai. Moi, c'est vrai que mon objectif, il y a une scène à la fin qui est à la fois très drôle mais qui est ambiguë, c'est où on est avec la compagnie Jolimum, où ils font comme si on était en réunion pour intervenir dans la prochaine Assemblée Générale. Bon, moi, et il y a des goudieurs, et il y a tout ça. Moi, mon objectif, c'est que cette scène-là, on n'est pas à la tourner avec des comédiens, mais qu'elle puisse se faire avec des gens réels et qu'on constitue pour de bon cette force, quoi. En fait, ils sont parano, quoi. Il y a un côté parano, ouais. Ils croient que tout est contre eux, alors qu'en fait, il n'y a rien. Mais il n'y a pas grand-chose. Tout est poussière, et en fait, ils ont peur de la poussière. Mais ce que tu dis, c'est que toi, j'aime bien le mot que tu utilises, c'est le scrupulus. Ouais. Le scrupulus, en latin, c'est un petit caillou pointu. Ouais. T'es le scrupulus dans la chaussure de Bernard Arnault. Voilà, je pense que je suis un scrupule, j'espère de ne pas toujours l'être que de la sienne, mais bon, parce qu'il ne faut avoir plusieurs obsessions, disons. Donc oui, le scrupule, c'est le petit caillou, et donc c'est le petit caillou dans la chaussure, mais ça peut être le petit caillou dans la conscience. Ce que je dis souvent, c'est que quand on a ne serait-ce qu'un petit caillou dans la chaussure, on ne pense plus qu'à ce petit caillou. Et le reste, qu'on soit en bonne santé, tout ça, on n'y pense pas. Bon, et donc voilà, on peut espérer être ça. De toute façon, ce que je pense, c'est que autant dans l'univers matériel des victoires, elles vont être bien compliquées et elles ne sont pas pour tout de suite. Je veux dire, renverser l'oligarchie, leur reprendre les richesses, faire basculer, revenir de 12% à 4% la part des dividendes dans la valeur ajoutée. Enfin, bon, ça va être très compliqué. En revanche, il y a quelque chose sur lequel on peut ne pas céder, c'est le terrain symbolique. C'est-à-dire que qu'ils soient riches, mais qu'ils ne prétendent pas que leur richesse est légitime.
qu'ils ne prétendent pas que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient riches à ce point-là et qu'il y en a d'autres qui ne le soient pas. Et je pense que autant sur le terrain matériel, on voit bien que c'est très compliqué de se bagarrer, autant sur le terrain symbolique, de la légitimité de cette richesse, on ne doit pas céder, quoi. Et ça prépare aussi, ne pas céder là-dessus, ça prépare aussi des victoires plus matérielles pour la suite, quoi. J'aime bien Gracchus Babeuf, donc, qui est un héros de la Picardie, qui était le premier émancipateur du prolétariat, d'après Jean Jaurès. Donc, celui qui prolonge la Révolution, en gros, qui essaye de faire une conspiration pour prolonger la Révolution après Robespierre. Au départ, dans sa jeunesse, il était feudiste. Ça veut dire qu'il étudiait le droit féodal. En fait, son boulot, il était recruté par les riches, par les aristocrates, parce que pour rechercher dans les papiers et bien prouver que tel terrain leur appartenait et que ça pouvait être réquisitionné par eux. Vous voyez, donc c'était son boulot, c'est d'aller chercher dans les actes de propriété. Et en fait, en allant chercher dans les actes de propriété, ce qu'il trouvait au départ à chaque fois, c'était un vol, un pillage d'un bien commun. Et donc finalement, lui qui était payé par les riches pour faire ce travail-là, ça lui a donné l'idée du communisme. Donc c'est pour dire que faire un travail sur quelle est la source de la richesse de Bernard Arnault et le maintenir comme le petit casseur rouge de Catherine Thierry ou comme Merci Patron sur le fait que la richesse de Bernard Arnault est fondée sur un mensonge, à savoir qu'il va reprendre Boursac Saint-Frère, faire prospérer les usines, donner du travail à tous les salariés et tout ça. Se souvenir que la richesse de Bernard Arnault est fondée sur un mensonge, ça nous donne la légitimité permanente de réquisitionner ces richesses quand on aura le rapport de force pour nous. Ouais, c'est drôle parce qu'on parlait de Gracchus Babeuf ici il y a 2 semaines avec Pascal Breton qui voulait faire un film qui ne s'est pas fait sur Gracchus Babeuf. Et ce que tu dis qui est très intéressant, c'est que avant le riche donnait son argent ou dépensait son argent, faisait une sorte de mécénat ou donnait son argent à l'église. Aujourd'hui, il fait du mécénat et il achète de l'art. Ouais. Ça, il y a tous les trucs qui ne sont pas dans le film. Oui. Non, parce qu'on a eu 150 heures de rush, alors bon. Non, mais il y a beaucoup de bonus. Et mais c'est vrai que, bon, je crois qu'aujourd'hui, l'Église ne marche plus. Enfin, dire quand on devient vieux et que, voilà, on est au bord de mourir. Avant, on donnait de l'argent à l'Église et c'est ça qui effaçait nos péchés. Maintenant, si Bernard Arnault il venait dire, je vais donner 10 milliards aux deniers du culte, tout le monde se foutrait de sa gueule, tous les journaux et tout ça, ça ne marcherait pas du tout sur ce terrain-là. Et donc, il y a autre chose, c'est donner de l'argent à l'art. Et si on donne de l'argent à l'art, c'est la fondation Louis Vuitton, eh ben, vous êtes lavé vos péchés. Vous ne pouvez pas être complètement mauvais si vous donnez votre argent à l'art. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'art remplit la fonction de Dieu, de l'Église auparavant, quoi. En tout cas pour les riches. Vos questions, allez-y, profitez-en. Cet art-là, on peut en penser ce qu'on veut, moi je le trouve nul. Alors qu'il y a eu des gens qui ont soutenu de grands artistes, des peintres par exemple comme Vermeer ou n'importe quoi, c'était quand même différent. En plus, moi à mon avis, cette justification qu'il cherche, il ne la mérite pas 2 fois. Non, mais, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'art. Donc... Et l'éclure. Et l'éclure. Et que deviennent les clures? Ça, j'ai fait dans tous les débats, tout ça. Mais enfin, les clures vont bien. Voilà, les clures vont bien. Serge a toujours son boulot. Comme me l'a dit une DRH, elle a sorti une projection. De toute façon, votre clure, il est devenu intouchable, à part s'il viole une caissière dans les toilettes de Carrefour. Mais autrement, bon, il lui reste 1 an à tirer avant la retraite. Il a un peu mal au dos. Jérémy a trouvé du boulot dans l'équivalent d'un bricot-dépôt du nord de la France, il est en CDI, donc ça va. Et Jocelyne est en contrat précaire à la mairie de Forest-en-Cambrésis pour s'occuper des espaces verts. Donc voilà, grosso modo, ce que je dis, c'est que de temps en temps, quand il y a une personne qui arrive à remettre le pied à l'étrier dans une famille, ça peut entraîner des wagons derrière, quoi, voilà. Et le commissaire, est-ce que tu as eu des rapports avec le commissaire après? Non, j'ai pas eu de rapport avec le commissaire. Oui, dommage, surtout. Je veux dire, normalement, surtout, c'est Hollywood qui devrait passer par moi pour avoir le contact du commissaire. De devenir agent, quoi, en fait. Oui. Normalement, je devrais être l'agent du commissaire parce qu'il a quand même montré son talent. Oui, il y a 2 choses que je voudrais dire. Alors là, en dehors du fait qu'effectivement c'est jubilatoire de voir déboulonner comme ça un capitaine d'industrie, comme on dit, mais à part ça, moi, il y a une chose qui m'a gênée dans le film. Il y a beaucoup de respect pour ces personnes. Il n'y a qu'une chose qui m'a gênée, c'est quand vous vous substituez au fils
Et là, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je me suis dit que le fils, ça devait être assez dur pour lui, parce que lui, à ce moment-là, ce que ça lui renvoyait, peut-être, c'est qu'il n'était pas capable, lui, de défendre ses parents comme vous êtes capable de le faire. Alors ça, c'était la chose qui m'a gênée. Et puis, il y a une autre question moi, qui se pose quand même, c'est que sans vous, il ne faisait rien. C'est-à-dire que c'est quand même aussi un constat... d'échec de ce que vous disiez tout à l'heure, enfin où est la CGT, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas, que c'était vraiment une question, à savoir ces gens, si vous n'étiez pas là, ils seraient restés dans leur misère, enfin je dirais, rien ne les aurait sortis de l'ornière dans laquelle ils se trouvaient. Voilà. Alors, bon, la première question, de toute façon, il faut voir que le film se fait dans le feu de l'action et que pour le fils, la question ne se pose pas. J'ai eu le commissaire pendant des plombes au téléphone, je lui ai agité avec mon discours, plutôt mon discours à moi. En gros, on vous remercie, vous êtes très sympa, mais si vous faites rien, il va y avoir du sang sur vos vitrines de LVMH à Paris. Bon, et il y avait un type de discours que de toute façon, le fils n'allait pas reprendre. La question ne s'est pas posée pour lui. Et plus il était en dehors du jeu, et plus il se sentait à l'aise, au contraire. Donc, oui, non, mais le truc se fait. Il faut voir que le truc se fait quand même dans le feu de l'action, et on se demande bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, comment c'est la meilleure solution. Et donc, il n'y a pas eu de problème. Enfin, je pense pas que ça lui ait posé de problème de ce côté-là. Tout ce qui a été éprouvé par tout le monde, c'est un grand soulagement. Et ça raccorde à la deuxième question, c'est que c'est l'évidence, c'est que c'est pas la solution que d'aller passer la serpillière du social avec un journaliste bizarre derrière tous les cas comme ça. Je veux dire, hier, moi, j'étais dans une boîte qui s'appelle Ecopla, qui envoie de liquidation judiciaire. Bah, c'est combien de clures dans 10 ans? Il ne faut pas non plus dire que c'est massif, parce que le problème des clures, c'est qu'ils travaillaient en couple dans la même usine, quoi, hein. Donc, ce qui n'était pas le cas des autres salariés. Mais j'étais avant-hier dans une boîte qui est Bigard, donc transformation de viande dans la Somme, qui ferme. Bah oui, combien il va y en avoir? Donc, la question... il faut évidemment ne pas... C'est une histoire. Moi, je pense que... Je vais prendre une comparaison qui est sans doute malheureuse, mais que pour comprendre la Shoah, il faut aussi avoir lu le journal d'Anne Frank. Et quelque part, on peut être plus touché par le journal d'Anne Frank pour comprendre ce qui s'est passé que par 6 millions, quand on te dit 6 millions de personnes. Et bien, de la même manière, pour comprendre ce qui se passe, ce que produit le désastre industriel aujourd'hui, il est peut-être plus utile, enfin, au moins utile, d'avoir un certain nombre de statistiques en termes de pourcentage, de nombre de délocalisations et tout ça, mais aussi d'avoir en tête le visage de Jocelyne et Serge. Donc voilà, mais c'est évident que, je veux dire, de toute façon, moi, j'ai quand même assisté au désastre pendant longtemps sans agir. Parce que dans ta question, il y a une espèce de paradoxe aussi, c'est qu'en un sens, tu me dis, si tu n'avais pas été là, ça ne se serait pas passé, mais si j'aurais pu être là comme simple spectateur, et non plus de choisir d'entrer, de devenir acteur et de tenter une transformation de la situation. Non, mais voilà. Et de tenter une transformation de la situation. Mais je veux dire, moi, j'ai longtemps... Alors après, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. Je veux dire, je suis animé par un certain nombre de convictions macroéconomiques, par ailleurs, qui fait que je pense que cette situation-là, elle ne peut pas se transformer si jamais on n'a pas réglé un certain nombre de problèmes au niveau des barrières douanières, au niveau de qu'est-ce qu'on veut faire avec les classes populaires en France, au niveau des relations avec Bruxelles. Enfin, ça pose toute une série de questions comme ça que j'ai choisi de ne pas mettre dans le film pour pas en faire un film pédagogique chiant, quoi. Mais bon, après, la deuxième question, mais qui là, à mon avis, c'est une question de mise en scène, c'est est-ce que je viens, je pose ma caméra, j'assiste à la misère sociale et je repars, ou bien est-ce que je viens, je vois ça, j'interviens. Et c'est vrai que plus ça va, plus, même en dehors du film, plus Fakir est un journal pas seulement engagé, mais je dirais un journal d'intervention, quoi, où on essaye de lier l'action aux situations qu'on croise. On n'y arrive pas toujours, hein, mais on essaye, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer reproduire ce type de film dans un autre secteur ou dans un autre secteur d'industrie ou alors dans une autre histoire, utiliser en fait ce procédé, si procédé il y a, pour peut-être refaire un peu le même coup ailleurs? Je pense que répéter, c'est perdre. Je pense que lutter, et en particulier quand on est le plus faible, on est condamné à lutter sur le terrain de l'adversaire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de l'opération de guérilla.
Il faut se demander dans ce cadre-là quelles sont les tactiques qui ont des chances de fonctionner. Et moi, je n'ai pas comme remède permanent de dire qu'il faut intervenir en Assemblée Générale, comme remède permanent qu'il faut tenter d'émouvoir le cœur de nos grands patrons. Je pense que lutter, c'est tenter de c'est adapter. Donc, il faut rechercher, y compris sur le terrain formel, pour revenir au cinéma, parce que je pense que quelque part, mais bon, je fais sur le fond un film contre les patrons, et je fais sur la forme un film contre les militants. C'est-à-dire que souvent les formes militantes sont des formes chiantes. Et donc je suis là, sur ce terrain-là, pour bousculer cette forme-là. Et je pense que chez les militants, il y a la nécessité, dans la lutte, de recourir à des registres variés. Bon, moi, par exemple, là, on va publier un livre, des extraits de Saül Alinsky, Manuel de l'animateur social. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un activiste américain des années 60-70 qui est l'inventeur du community organizing, et donc qui explique comment organiser les gens dans les quartiers et tout ça. Et donc, il y a un grand inventeur de stratégies de lutte, par exemple, pour avoir... Bon, il va occuper des toilettes, je dis des conneries, mais à l'aéroport de Chicago, qui est l'un des aéroports les plus fréquentés du monde, il va préparer un coup pour que les militants de son quartier populaire, qui n'arrivent pas à avoir une délibération de la mairie depuis des plombes, ils aillent occuper à tour de rôle les toilettes de l'aéroport, et que ça débouche sur une crise sanitaire. Non, mais voilà, on est sur ce type... Alors, j'avais une discussion... Je pense que je suis assez fort dans ce registre-là. Maintenant, la question, c'est comment ne pas gagner des batailles et perdre la guerre. On peut gagner des batailles partielles sur les clures. Dans le dernier numéro de Fakir, on parlait de Madame Gueffard, une nana qui s'est fait licencier parce qu'elle avait travaillé, elle travaillait chez Honnête en gare d'Agen, elle avait traversé les rails, elle s'est fait licencier. On a réussi à la réintégrer. Bon, on peut gagner des batailles partielles comme ça, mais quand dans le même temps, vous avez la loi travail qui passe, quand dans le même temps, par exemple, sur les auxiliaires de vie sociale, ceux qui s'occupent des vieux, on sait que, grosso modo, parce qu'il y a une baisse des dotations de l'État au département, les départements vont diminuer de 25 à 30% les revenus de ce qui est déjà la profession la moins payée de France. Voilà, là vous avez un démantèlement du social qui fait que des clures, vous allez être condamné a posteriori, en ramasser à paquet à la serpillière. Donc on ne peut pas à la fois ne pas penser à ce qui se passe sur le terrain et mener des actions de cette nature-là sans penser au cadre dans lequel on nous contraint d'agir. Et concrètement, le film, déjà, c'est combien d'entrées? Vous savez combien d'entrées? Combien de débats, combien d'entrées? Il y a eu 500 000 entrées payantes. Ouais, je dis toujours entrées payantes parce que quand même, je pense que c'est un film qui, avec un accord relatif de notre distributeur, a été très largement libéralisé de son vivant pour servir à la fois aux unions locales CGT ou solidaires ou n'importe dans le cadre de la loi travail, et aussi de permettre un certain nombre de projections dans Nuit debout. Donc il y a eu 500 000 entrées, un peu plus de 500 000 entrées payantes, quoi. Voilà. Ça a été la première journée, la première Nuit debout, il y a eu la projection de Merci Patron. Oui, dans pas mal de villes de province, ça a été le truc qui c'est le catalyseur un peu. Un espèce de moteur comme ça, de catalyseur. On remercie Jour de Fête, évidemment. L'éditeur, distributeur, qui doit être... Ça donne envie de faire... alors déjà par rapport à l'argent que tu fais grâce au film, ça... J'en ai marre de cette question. D'accord. Alors on parle pas d'argent, d'accord. Non, mais c'est ce qu'il y a, c'est pas ça. Il y a eu un papier dans Libération. Ah oui, d'accord. Ok. Alors je l'ai pas lu. Je vais assez politique. On me pose la question. Je veux dire, moi ça me fait chier parce que... Non, mais ça permet de pérenniser des... Oui, voilà. C'est pas du tout une question. Voilà, c'est tout. À la fois. Voilà. Oui. Mais je veux dire, c'est comme si on était tellement habitué à être dans la pauvreté, il fallait qu'on y soit condamné. C'est comme le clodo à qui l'on file un billet de 50 € à la sortie du supermarché, on se demande mais qu'est-ce qu'il va réussir à faire avec ça, quoi, tu vois. Donc, je veux dire, si on a il faut voir l'appareil médiatique qu'on a en face de nous, les BFM, les machins, on a calculé que nos revenus sur le film, c'est 3 jours de BFM. Ouais. Et ben voilà, ceci, l'appareil idéologique qu'on doit combattre, c'est BFM
BFM, c'est 10, c'est 20, c'est 30 BFM. Donc, nos 600 000, entre 600 000 et 1 million d'euros face à cet appareil-là, voilà, ça permet de pérenniser des postes, ça permet d'avoir une vue dans la durée, ça permet de se projeter, tout simplement. Faire, voilà. Je crois que c'est ta question d'après, un autre film, éventuellement un autre dans d'autres conditions économiques, parce que là, c'était tout le monde était, il y a personne qui était payé, grosso modo, quoi. Donc voilà, ça permet ça, mais c'est voilà. Moi, j'ai une question. Le film, tu l'as tourné d'une manière vraiment chronologique tout le temps. Je pense par exemple à la scène où tu es avec le couple et tu parles du maire. Tu te dis, il faut qu'on mette plus loin parce que vous avez quand même signé un papier. Est-ce que ça, c'est vraiment tourné à ce moment-là? Et ensuite, vous allez chercher l'embrouille pour choper le maire? Le maire? Ah, le maire, c'est le socialiste. C'est le conseiller de Fabius. Il faut aller encore plus loin. Est-ce que ça, c'est vraiment tourné en temps avant? Non. Ou vous avez tourné après? Non, bon, les Clure, et notamment Jocelyne, sont d'excellents interprètes instinctifs. Mais quand on a tourné des scènes a posteriori, ça n'a jamais marché, quoi. Grosso modo. Donc, mais je pense que Jocelyne est une vraie actrice, mais comme moi d'ailleurs quelque part, parce que je trouve que je suis un acteur pathétique. Par exemple, ce qui est tourné a posteriori, ce sont les scènes de camion. C'est un peu les trucs de transition entre les machins. Et je pense que je me trouve mauvais, j'aime pas du tout me voir dans ces moments-là. Et en revanche, quand je suis en interaction naturelle, relativement spontanée avec les gens, je trouve que je fonctionne bien dans mon personnage. Et Jocelyne, elle est un peu pareil. Je veux dire, j'ai des cernes, je sais pourquoi. Là, je suis dans le dossier Ecopla, là, dont je parle. Mais putain, hier, il y a eu une audience au tribunal de commerce. Le procureur, il commence par dire que le jugement est irrecevable. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce que c'est la suite, quoi, tu vois. Et c'est comme une partie d'échecs, mais tu sais que tu pars avec des pions et peut-être la reine en moins par rapport à l'adversaire, quoi. Donc, bon... Bah, maintenant, après, moi, sur les Clure, il y avait quand même un plan B, un plan C, sur lesquels j'étais à peu près assuré, parce que, bon, il faut 23 000 euros à coup sûr, 35 000 euros, on est confortable. Je veux dire, c'est à la fois énorme pour les Clure, c'est une montagne. Pour Bernard Arnault, je crois qu'on a calculé, c'est 1 ou 2 minutes de son revenu d'une année, quoi. Bon, pour nous, c'est dans un espèce d'entre-deux. À savoir, c'est atteignable. Si on lance un Ulule, une collecte de fonds, on va voir les syndicats, les partis, tout ça. Ouais, on montre la scène au départ où Serge il s'adresse droit à la caméra, il dit moi je suis prêt à venir bosser sur votre yacht et puis tout ça. Peut-être, enfin, je pense qu'on arrive à rassembler les fonds. Donc c'est vrai que je sais pas, ça fait partie des films qui ont été posés sur la table là-bas, mais c'est La fin de la vie est belle de Capra. Le riche ne veut pas payer. Donc quelque part c'est la communauté des gens qui payent à la place. Ça aurait été une autre leçon politique, mais il y avait quand même ce plan B là en permanence, quoi. On avait le moral dans les chaussettes, parce que c'est pas le champagne reçu en cadeau qui allait sauver les Clure, d'autant plus qu'une mauvaise nouvelle nous attendait. Un vrai problème, c'est la saisie de maison et les meubles. Ça vous est tombé dessus quand ça? Hier. C'est daté du 3 mai, qu'est-ce que ça raconte alors? C'est un accident d'auto qu'on a eu. Jérémy n'a pas vu le véhicule arriver, donc il est rentré dans nous. Ça fait 3 ans et maintenant il nous réclame l'argent. Il vous réclame combien alors? 25 000 et quelques. Pour les réparations d'un 4x4, c'est le prix d'un 4x4 neuf. On a 8 jours. Dans 8 jours, si on n'a pas payé, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Ils prennent tout. Nous voilà la cour. Sans rien. On n'aura pas eu les sous de la maison, on n'aura rien. On s'est fait crever pour 30 ans et puis pour définir, on n'a plus rien. Le qu'on a à faire, c'est de se prendre, ouais. C'est bien gentil. Vous avez tout ça comme terrain. Là, c'est mon jardin. Pour nous avoir des légumes, pour nous manger. Des légumes, des pommes de terre, des carottes, de la salade. Et quand vous êtes arrivé, alors c'était comme ça le terrain? Non. Ah non, le terrain il était à l'abandon, il y avait des grandes terres, il y avait tout pour des seaux. Même la maison, hein. La maison, on n'avait rien du tout, il n'y avait pas de salle de bain, pour les seaux, pas de chauffage, rien, pour les toilettes, rien du tout. Et donc vos congés, vous les avez passés à mettre de la pelouse et puis... Et là, avant de travailler le bidamone, on faisait creuser parce qu'il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien, il n'y avait pas aucun niveau, il n'y avait rien. Au lieu de manger entre les midis, on faisait nos travaux. Je faisais des travaux. J'ai fait des crochets aussi haut que vous. Oui, j'étais dedans. Vous étiez votre d'œuvre.
Bah, Jérémy, il bricole beaucoup, hein, c'est vrai. Oui, tout ça, je dirais pas. Heureusement Il y en a qu'il est là, beaucoup de marrons aussi, Jérémy, attention. Donc quand on lui a dit qu'on allait plus avoir une maison, Si ça va bientôt arriver, pas de dépression. S'il n'y aura pas de dépression, il y aura autre chose. Il y aura quoi autre chose? Autre chose, je vais détruire ma maison. Vous voulez détruire votre maison? Ah oui. Il faut le feu. Faut pas qu'on me reprend. Bon, là, vous ne regardez pas la maison de la prairie. Il y a un peu de temps, il y avait passé dans la maison de la prairie. Il y avait une grosse tête, et tout le monde voulait reprendre toutes les maisons. Donc les gens se sont réunis, ils ont tout détruit. Quand la grosse tête est arrivée, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus fait que les terres. Bon, moi, j'en fais autant. Il faut mettre la maison de la prairie. Eh bien, vous avez une jolie maison, dites donc. Mais oui, et j'ai l'intention de la garder. Voilà un jugement du tribunal qui vous ordonne de partir dans les 48 heures. C'est légal. Oui, c'est une bien jolie maison. 48 heures, monsieur Wilder. Et c'est en voyant la petite maison à la prairie que vous avez eu l'idée de... Voilà, si ça va arriver. Alors, si notre problème ne s'arrange pas, je vais aller chercher 10 € d'essence, 20 € d'essence, un bidon, ça c'est bien, même 30 € s'il faut, et j'arroserai toute maison, dans le bournis, tout partout, tout bien arrosé, et je prends un chalumeau et j'y fous le feu, directement. Et avec tout l'essence, je mettrai dans la maison, tout partout, 10 minutes après, il n'y aura plus de maison. Même des garages suivront derrière. Je ne ferai pas de 2 jours, je le ferai pas en nuit. Ce sera un feu d'artifice. Mais ça n'ira plus rien pour personne. Moi, j'en profiterai plus, et les gens n'en profiteront pas pour l'acheter. Et lui aussi, il ne pourra pas l'acheter, et il n'aura plus rien. Je savais pas que c'était aussi violent, la petite maison à la prairie, moi. Ah oui, hein. C'est comme ça, les gens. ça finit comme ça, la petite maison de la Il y a des gens qui regardent, ça fait un bon feu de temps. Hein. J'ai des trucs à raconter moi sur cette scène, mais d'abord il y a le rapport au populaire, c'est-à-dire c'est évident même avant la petite maison à la prairie qu'ils puissent expliquer quelle est l'importance pour eux de la maison, du jardin, donc finalement d'une manière d'être populaire quoi. Et ensuite, excusez-moi, ensuite au moment où la petite maison à la prairie, j'avais la volonté moi de mettre un maximum d'éléments de culture populaire à l'intérieur du film qui permettent. Je voulais que le film il sorte du ghetto, c'est-à-dire qu'il soit vu et visible par tout le monde, compréhensible par tout le monde. Et donc il y a éventuellement un certain nombre d'éléments de culture populaire auxquels les gens puissent se raccrocher. Alors là c'est appelé par Serge, mais c'est aussi le fait que le film s'appelle Merci Patron et qu'il y a la chanson Merci Patron à l'intérieur. Il y a Robin des Bois, enfin il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont des éléments relativement simples de culture populaire que je voulais caser au milieu. Bon là il se trouve qu'en plus Serge me tend la perche. L'autre point c'est que c'est une scène qui a posé beaucoup de problèmes financiers. Parce que y avait une demande du producteur, je pense qu'on n'aurait jamais dû demander, mais bon, à NBC pour savoir combien ça nous coûterait de prendre la petite maison dans la prairie, et je crois que c'était 20 000 €, plus il fallait retrouver, alors ça faudra peut-être le couper, plus il fallait retrouver tous les acteurs et négocier avec tous les acteurs un par un, et puis il fallait négocier la musique, ça devait être 10 000 € supplémentaires, enfin, ce qui... bon, aujourd'hui, compte tenu des recettes, ça aurait été jouable, mais vu ce qui était le film au départ, c'est complètement, c'était le budget, c'était tout le budget de la production, quoi. Et donc, il a été fait le choix
le faire malgré tout. On m'a proposé de le couper, moi c'était une scène à laquelle je tenais beaucoup. Donc du coup de le faire en filmant Serge devant un écran de télé, en se disant que juridiquement s'il est filmé devant un écran de télévision, mais je crois pas que ça marche du tout. Enfin, bon. Et ensuite, il y a autre chose, il y avait un autre problème, non seulement il y avait des problèmes financiers, alors moi j'étais prêt à aller avec ma cassette d'éclure à New York et puis retrouver tous les acteurs en montrant l'éclure, et je crois que ça aurait fait un beau bonus aussi. Non, mais c'était la petite maison après. C'était la petite maison dans la prairie. Il appelle la petite maison dans la prairie, on les a là, et puis on voit le substrat marxiste de la petite maison dans la prairie qui, jusqu'à l'analyse de Serge, nous avait échappé. Et ben, on l'a là. Donc voilà. Et après, il y avait un autre problème, c'est que on pouvait pas remonter la petite maison dans la prairie. Or là, les extraits de la petite maison dans la prairie sont extrêmement remontés parce que la petite maison dans la prairie, c'est très lent. Mais je dirais comme si on regarde des séries, en fait, beaucoup de séries sont très lentes parce que c'est un peu comme Balzac au 19e siècle qui était payé à la ligne. Bah là, il faut arriver au bout du truc. Pour arriver à la pub, quoi. Ouais, voilà. Donc il y en a qui sont rapides, mais quand même beaucoup sont lentes. Et donc il y a un gros travail de montage et ça me permet d'insister sur un point. D'abord, remercier Cécile Dubois, la monteuse, qui a fait un travail vraiment remarquable sur le film, qui m'a aidé à coucher de mon film. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, si vous le revoyez, d'attirer votre attention sur les choix de rythme du film, où en gros ça démarre lentement et il faut qu'on parte sur un mécanisme d'accélération, quoi. Et je pense qu'il y a un gros travail sur le rythme jusqu'au dernier moment du film, du montage du film, puisqu'on était à 1h27, ce qui est déjà peu, et moi j'avais encore pour ambition de gagner 3-4 minutes pour dire de resserrer le film et qu'on ait quelque chose qui soit dynamisant, quoi. Ça a coûté combien en définitive? Le film Non, pas le film, la fameuse scène. Aussi, on a repris une caméra pour aller tourner de Serge devant ça. On me demandait quels étaient les retournages. Ça fait partie des ajouts de dernière minute, quoi. Ça a dû être le dernier truc qui était tourné. Mais c'est assez émouvant ce moment-là où lui raconte. C'est-à-dire qu'on se fait déjà, on se rappelle plus ou moins de cette scène-là, moi je ne me rappelle plus, et on voit les images. Et ça donne aux images, aux propos de Serge et aux images une force assez incroyable parce que c'est assez spectaculaire. Et puis quand il le dit, c'est quand même totalement bouleversant, quoi. Ouais. Je t'ai fait, on va passer à la dédicace de DVD, mais là je t'ai fait choisir quelques films dans la boutique. J'en ai juste pris 3. Alors j'ai vu dans les bonus que tu préférais Camping 3 à Dupont-la-Joie. Camping 1. J'ai pas vu Camping 3. J'ai vu Camping 1 et Camping 2. Explique-nous pourquoi. Ouais, en fait, je pense que politiquement, Dupont-la-Joie est fait. Hein, Oui, mais là, il va dire le contraire. Je vais dire le contraire. Politiquement, c'est typique d'un film fait par un mec de gauche des années 70 et qui, au fond, montre le peuple français comme étant un peuple qui part en camping et c'est montré de manière négative parce qu'il retourne toujours au même endroit, il viole, il est raciste. Et donc, je pense que... Jean Carmec est énorme. Voilà. Et donc là, je pense qu'on nous propose une vision qui est finalement anti-populaire, qui est de gauche et anti-populaire. Et c'est une vision que je rejette et que je pense que si politiquement on va dans ce sens-là, on se fourvoie et on a perdu. Et donc c'est vrai que j'y oppose, de manière un peu provocatrice, le camping avec Franck Dubosc, qui là, pour le coup, on a quasiment le mouvement inverse, à savoir un chirurgien qui vient dans un camping et qui est épaté par la sociabilité du camping. J'ai fait des papiers sur le camping dans Fakir par ailleurs, mais qui est épaté par la sociabilité du camping et c'est lui qui en rabat et qui finit par s'intégrer à cette sociabilité. Sachant que Camping 2 est un plus mauvais film, mais qui est politiquement encore meilleur, puisque là, on a une lutte des classes qui s'instaure entre les porteurs d'un projet immobilier pour faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des beaux hôtels avec des jacuzzi et puis tout ça sur la côte, et pour virer le camping. Et donc il y a une mobilisation, donc une véritable lutte sociale, qui s'engage par Claude Brasseur, Franck Dubosc et compagnie, pour préserver le camping contre l'appétit des promoteurs. Donc voilà, je pense qu'on a là, c'est un mauvais film sur la forme, mais je pense qu'on a un vrai film de lutte des classes.
Alors, tu as choisi un film, mais plutôt le réalisateur Luc Moulet. Voilà, voilà. Bon, moi, en fait, j'ai énormément regardé de films dans ma jeunesse, mais vraiment de manière... Enfin, j'ai dévoré, quoi. C'était quasiment maladif. Et ça m'a amusé parce qu'il y a eu un papier du Monde qui était hyper élogieux sur Merci Patron. Et parmi les points de comparaison, il comparait, comparait mon film à un film de Luc Moulet. Et du coup, ça m'a fait me souvenir, j'avais complètement oublié, autant l'apport de Michael Moore, j'en suis tout à fait conscient, autant j'avais complètement oublié que j'avais vu, je crois que c'est Ma Première Brasse, un film de Luc Moulet qui doit s'appeler Ma Première Brasse, j'avais vu ça, et ce côté, on le verra sur le film d'après aussi, mais ce côté où on peut faire un film avec 3 francs 6 sous, donc il y a un côté bout de ficelle, comique, tout seul devant une caméra m'avait épaté, et j'avais fait mon premier film suite à la vision de Luc Moulet. The Yes Men. Bon, le Yes Men, c'est pas le film, je suis pas absolument fan, mais ça s'inscrit dans, je dirais, une tradition. Donc Michael Moore, Borat, moi j'aime beaucoup Borat par exemple, mais je te demandais si tu avais les entretiens de Raphaël Mesrail, oui, voilà, ou si tu avais les canulars téléphoniques de Jean-Yves Lafesse, dont je suis fan moi. Donc voilà, je dirais que ça... Non, on n'a pas ça malheureusement. Ça s'inscrit dans une tradition de trucs un peu d'intervention, déconnant, farcesque, donc voilà. Je vais mettre ça, laisser DVD sur la table. Donc, DVD de Merci Patron. Alors, il y a plein de bonus. Il y a un livret dedans sur... bon, je vous laisserai découvrir ça. Mon Jérémy, le commissaire, Bernard et moi. Canular épistolaire. Et de Merci Patron à Nuit debout. Voilà. On va se retrouver vers la table d'entrée, vers la caisse, pour la dédicace. Il y a un petit pot. Voilà, on demande une petite participation d'1 €. Et L'homme qui tue à Liberty Valence, on va le mettre. Ouais, il y en a plein d'autres. Merci beaucoup François Ruffin, merci. Je vous remercie de m'avoir invité parce que j'ai vu qu'on était quand même dans un truc de cinéma d'auteur. Moi, je ne me considère pas comme réalisateur au fond. J'ai fait un film et quand on fait un film, c'est pas qu'on est réalisateur. On devient réalisateur si on en a fait plusieurs, je pense. Et si à partir du moment où on en a fait un, on est déjà en train de penser au suivant, voire, enfin voilà. Et donc, je vous remercie de m'avoir invité parce que je trouve que ça va pas de soi, quoi. Ça nous a fait plaisir. C'est la maison d'une couverture de son production. Tu verras si tu regardes un peu ces films. Son approche est assez... Moi, ce qui m'intéressait, c'est le côté journaliste. Le fait que c'est un dossier qui tenait depuis très longtemps. Ça faisait longtemps qu'il était sur ce dossier, qu'il a été spectateur un long moment et qu'ensuite il a voulu intervenir. Ça, j'avais pas vu ça dans le film. On n'en parle pas dans le film, mais c'était intéressant de l'entendre. Voilà. Davantage qui ont été commandés. Toujours avec de l'humour, c'est ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il apporte toujours les choses avec beaucoup d'humour et ce qui fait que ça passe pour tout le monde. Et ça évite tous les côtés, tous les abîmes du type oh c'est choquant, oh c'est dérangeant. Non, bah, on passe ça avec de l'humour et au final, je pense que tout le monde est heureux de voir ces films-là. C'est hyper drôle, tu vois. C'est toi, Victor? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant en troisième année et je garde dans le Saint-Nazaire. Je vois un peu le changement avec ça. Je vous remercie d'être là aujourd'hui parce que ça fait un moment que je suis fatigué les mouvements de debout. Tu fais quoi comme fac? C'est terminal. La Sorbonne. Mais quoi à la Sorbonne? De philosophie en L3.